Alors, premier panel, on a été très bien servi par nos 4 conférenciers depuis le début de l'événement. On va entamer une conversation avec des panélistes sur le rôle de la philanthropie, la complémentarité des rôles. Monsieur Blais nous a donné tout un vocabulaire et les concepts à maîtriser pour justement se donner des repères communs pour avoir cette conversation. Merci beaucoup. Alors, ça va être aussi une occasion pour vous d'interagir avec le système Slido. Marilyn va observer ce qui se passe dans la salle, dans votre tête, dans votre cœur, via Slido, et va relayer fréquemment des informations. Donc, gardez votre téléphone pas trop loin pour pouvoir intervenir. Le panel va se dérouler comme suit, puis ça va être pour chacun des panels durant l'événement. On va demander aux panélistes de partager leurs réflexions sur le thème en 5 minutes chacun. Vous voyez, on a voulu avoir un croisement de regards multiples. Donc, il y a beaucoup de panélistes, donc ils vont prendre un maximum de 5 minutes pour s'exprimer et réagir à ce qu'ils ont pu entendre depuis le début de la journée. Ensuite, on va vous poser une question d'intervention interactive. On va voir comment la salle réagit au rôle de la philanthropie et on va poursuivre les échanges et vous allez pouvoir participer par le prisme de Marilyn. Vous allez pouvoir relayer vos réflexions et poser vos questions. Je vais tout de suite vous dire la question vers laquelle on veut converger à la fin du panel et de chacun des panels. Pour le panel sur le rôle de la philanthropie, la question va être comment on va savoir si, dans 5 ans, le milieu philanthropique a su faire évoluer son rôle? Alors ça, c'est la question vers laquelle on converge. Alors, les panélistes, en plus de M. Blais, ils vont apparaître à l'écran, sont Simon Côté. Je ne vais pas donner des notes biographiques trop longues, vous avez l'information. Leur titre, donc Simon Côté, qui est directeur général de la Fondation de l'Aube-Rivière. Louise Dontigny, qui peut lever la main parce qu'ils ne sont pas dans le même ordre, qui est directrice générale du Réseau de l'Action bénévole du Québec. Donc, Simon Côté, organisme bien enraciné dans son milieu qui réussit à mobiliser énormément de partenaires et de donateurs. Louise Dontigny, qui va parler beaucoup de l'action bénévole, comment ça évolue dans le rôle. Hélène Dufresne, présidente de la Fondation Dufresne-Gauthier, qui a toute une trajectoire pré-fondation qu'elle met au bénéfice, mais qui a su adapter sa contribution au rôle philanthropique. Jean-Patrick Toussaint, directeur principal du programme Climat à la Fondation de la famille Trottier. Et Jean-Patrick qui a un background académique impressionnant, vous irez voir, et qui a joué des rôles dans des organisations ONG, milieu gouvernemental, municipal et une fondation. Il va parler de comment la même personne navigue à travers ces rôles-là. Christian Iaccarini, qui est président et chef de la direction de la Société et développement Angus, qui, comme le docteur Liu disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi on l'invitait à un congrès sur la philanthropie, qui se sent l'imposteur, mais qui va vous impressionner de par sa perspective, parce qu'il est justement en lien avec de multiples acteurs de tous les secteurs. C'est un leader qui réussit à mobiliser et à interagir, incluant avec le milieu philanthropique qui va nous parler de ses expériences. Alors, 5 minutes chacun. On commence avec Simon Côté, directeur général de la Fondation de l'Aube-Rivière. Merci François. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça fonctionne? Ah, bonjour, bonjour. Bonjour, donc Simon Côté, je suis directeur de la Fondation de l'Aube-Rivière. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a beaucoup de gens de Québec, j'imagine, dans la salle, mais il y a des gens qui ne connaissent peut-être pas l'Aube-Rivière. On est un refuge multiservice pour itinérants. Il a été question beaucoup d'itinérance déjà dans les discours qui ont été mis sur la table. Donc, on est la principale ressource en itinérance à Québec. On est à quelques centaines de mètres du refuge. On est un refuge qui accueille plus de 5000 personnes par année. Donc, la croissance de l'itinérance, l'étude qui est sortie cet automne, ça ne nous a pas surpris, nous, parce qu'on la vit de front depuis déjà quelques années. Pour vous donner
une image, en 2017-2018, on donnait à peu près 24 000 nuitées. On est rendu à 45 000 en 2022. Donc, l'augmentation est fulgurante. Puis, évidemment, cette augmentation-là a mis beaucoup de pression sur les finances de l'organisation et, par conséquent, les finances de la Fondation. Donc, pour vous donner une image de ce que ça représente, 45% des budgets d'opération de la Fondation viennent de dons. Donc, là-dedans, je prends le bénévolat qui est pour plus de 25 000 heures, les dons en argent et les dons alimentaires. Donc, sans la contribution du public, l'Aube-Rivière, à toute fin pratique, ne peut pas réaliser la moitié de sa mission. Je vous le disais, on aide 5 000 personnes par année. Ces 5 000 personnes par année-là, il y en a plusieurs qui sont seulement là pour un besoin ponctuel. La plupart d'entre elles, donc la moitié d'entre elles, on ne les reverra pas. Donc, c'est la réalité de l'Aube-Rivière. On aide toutes sortes de gens. Je vous invite à venir faire votre tour. Vous allez voir le type de clientèle qu'on peut aider. Donc, j'en ai parlé, l'itinérance est en forte augmentation. Donc, nous, à la Fondation, ça a mis beaucoup de pression sur les finances qu'on devait apporter à l'organisme. On n'a plus que doublé notre contribution au cours des 4 dernières années par rapport au budget de l'organisme. Donc, on a énormément de pression financière et je ne vous cacherai pas que nos donateurs sont des donateurs pour la plupart âgés. On compte l'essentiel de nos donations sur un budget de près de 3 millions qu'on ramasse par année. C'est plus de 90% qui provient des dons du public. Donc, c'est quand même considérable lorsqu'on prend pour acquis que souvent dans le monde philanthropique, le corporatif a beaucoup plus de place. Sa pointe de tarte est beaucoup plus grande. Donc, nous, c'est beaucoup lié vraiment aux dons individuels. Puis ce qui m'amène un peu à parler justement des enjeux qu'on peut avoir. La Fondation L'Aube-Rivière est là pour nourrir le refuge multiservice, donc c'est notre seul et unique client. Mais cette réalité-là fait en sorte qu'il y a un équilibre quand même qui est délicat entre ce qu'on fait, nous, à la Fondation, et ce que fait le refuge. Donc, on ne veut pas s'immiscer nécessairement dans le rôle d'intervention qu'a le refuge. C'est toujours délicat parce que eux ont leur mission, eux ont leurs objectifs, et nos donateurs ont aussi leurs objectifs. Puis les donateurs, au niveau individuel, des fois, c'est plus facile à concilier. La reconnaissance, des fois, ça peut être seulement d'inviter quelqu'un à dîner, prendre du temps avec lui parler. Mais lorsqu'on parle des dons corporatifs, des fois, c'est difficilement conciliable. Il y a souvent des objectifs de communication, des objectifs marketing, même du marketing interne pour l'entreprise de s'associer à une cause. Puis, l'Aube-Rivière, on peut pas, par exemple, j'aurai jamais la cafétéria Pepsi, ça arrivera pas. On peut pas se permettre ce genre d'exposure-là. Donc, il y a un équilibre qui est délicat quand même à concilier entre ce que l'on fait et les objectifs des donateurs. Monsieur Marchand, tantôt, parlait des résultats. C'est pas toujours facile lorsqu'on parle d'humain de donner des résultats. Oui, je peux vous dire, un repas à l'Aube-Rivière coûte environ 7 $. Si vous me donnez 30 $ par mois, vous donnez un repas par semaine à une personne itinérante. Mais il y a le côté humain qui est très difficilement quantifiable. Donc, c'est ce côté-là. Le Dr Liu en a parlé également tantôt. L'impact que les gens s'attendent à avoir, des fois, c'est juste d'investir dans l'humain parce que c'est ce qu'on fait, c'est qu'on sert l'humain. Donc, ce que je voulais dire aussi au niveau des entreprises, le don corporatif, un des enjeux qu'on a, les entreprises souhaitent souvent s'associer à l'innovation. C'est sexy, on veut se montrer innovateur, on veut montrer qu'on est au devant de la parade. Donc, on demande aux organisations de présenter des nouveaux projets novateurs. L'itinérance a évolué, mais les besoins demeurent les mêmes. Nourrir quelqu'un, je veux dire, on ne fera pas du cocktail dînatoire à l'Aube-Rivière, ce n'est pas notre objectif. Donc, il faut penser à cette conciliation-là. Donc, oui, le rôle, il y a beaucoup de défis, mais notre rôle comme organisation, je vous dirais, face à l'augmentation des besoins, c'est d'être en mesure d'augmenter notre performance pour être en mesure de répondre à ces besoins-là. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais maintenant demander à Louise Dontigny, directrice générale du Réseau de l'Action bénévole du Québec, à nous partager ses réflexions. Alors, bonjour. Ça fonctionne? Oui. Parfait. Bonjour tout le monde. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire que l'Action bénévole se démarque. Particulièrement, le Québec fait vraiment office de leader au niveau, entre autres, du Canada. Cette position envieuse, en grande partie, est due parce que le gouvernement a choisi de reconnaître l'importance du bénévolat dans les organismes, peu importe lequel, dans les services, dans les événements. Le fait qu'ils ont choisi ça, ils ont développé, entre autres, en partenariat avec nous, avec la consultation avec les organismes qui utilisent
les services de personnes bénévoles. On a développé la stratégie gouvernementale en matière d'action bénévole. Le RABQ, le Réseau de l'action bénévole, a porté la stratégie au cours des 5 dernières années. Ça se décline par une série de mesures, des outils communs qui ont été travaillés et qui ont été distribués à la grandeur du Québec. Une synergie par le biais de rencontres à travers du Québec de tous les gestionnaires, en tout cas une grande partie de gestionnaires de bénévoles, travail commun. Tout ça, ça nous permet de créer vraiment une communauté de personnes qui s'occupent, qui se soucient de l'action bénévole et de vraiment bien la structurer, leur donner des outils pour bien travailler. J'ai envie de vous dire qu'une des meilleures manières qui a été démontrée pour... bien sûr, il y a plein de méthodes pour faire du recrutement parce qu'on parle beaucoup de recrutement, des difficultés aussi de la rétention des bénévoles. Mais une des meilleures manières qui a été démontrée, c'est vraiment un bénévole qui a vécu une expérience de bénévolat qui est positive. Quand l'expérience est positive, le bénévole revient, parle à sa famille, parle à ses enfants, parle à ses collègues, à son travail, à ses voisins, tout ça, avec une petite lueur dans les yeux. Alors, le RABQ s'est beaucoup positionné à outiller les gestionnaires de bénévoles, c'est-à-dire faire un accueil, vraiment les écouter, vraiment leur donner les outils qu'ils ont besoin, l'encadrement et tout, pour que l'expérience de bénévolat soit positive et que la personne ait envie de revenir, qu'elle a envie d'en parler aux autres et qu'ils ont vraiment le désir de perdurer dans le temps, parce que c'est souvent... une des choses qui est importante et qui est parfois difficile. Pourquoi le RABQ a porté la stratégie? En grande partie parce que nous, on fait vraiment l'action bénévole à travers le Québec, mais à travers tous les organismes. Les événements et tout ça. Alors, on est vraiment multisecteur, que ce soit bien sûr le service social, on pense beaucoup à ça quand on parle de bénévolat, on a parlé d'itinérance et tout, mais aussi dans les événements, dans le sport, dans les cultures, dans le loisir, défense de droits, tout ça. Alors, c'est vraiment multisecteur et c'est pour ça qu'on peut avoir une portée si intéressante. Là, je vais manquer de temps, évidemment, j'essaie de... c'est clair. J'ai envie de dire, pour justement outiller les gestionnaires de bénévoles, grâce aux différents fonctionnements qu'on a mis en place, on offre une formation en ligne qui s'appelle GéoBénévole pour les gestionnaires de bénévoles, une formation qui est gratuite. Au cours des années, il y a des différents volets complémentaires qui se sont ajoutés pour les 50 ans et plus, pour les jeunes, et il y en a d'autres à venir éventuellement également. L'objectif est vraiment de structurer le mieux possible l'action bénévole, de lui donner de la faire rayonner, de la faire reconnaître et de vraiment poursuivre dans cette voie-là, parce que c'est vraiment une valeur de solidarité très, très intrinsèque chez les Québécois en général, mais beaucoup plus largement aussi. On parlait des différentes choses. Là, je vois le temps passer, ça me stresse, je ne regarderai plus. C'est bon. Mais on parlait des différentes manières pour des méthodes dans l'avenir, de plus en plus dans les écoles secondaires, vraiment faire connaître le bénévolat aux jeunes, l'impliquer dans les domaines d'études, par rapport aux immigrants également, quelle belle manière d'apprendre la langue, de tisser des liens avec des Québécois, d'apprendre sur les us et coutumes. J'avais plein d'autres choses à dire, mais outre ça, peut-être 35% de la population, après la pandémie, fait du bénévolat ponctuellement ou de façon régulière. J'ai envie de dire, il ne faut pas oublier le bénévolat d'initiative. 72% de la population en fait. On ne le comptabilise pas. Je vais juste terminer en disant que les bénévoles, c'est des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Puis cette année, le 5 décembre, c'est la Journée internationale des bénévoles. Puis c'est ensemble pour faire une vraie différence. Puis on essaie vraiment de travailler de cette manière-là. Alors voilà. Merci. Vous pourrez profiter des questions pour continuer dans votre liste. Très bien. Hélène Dufresne, présidente de la Fondation Dufresne et Gauthier, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je pense qu'avant de parler de la Fondation, je vais vous parler un petit peu de mon parcours rapidement. J'ai eu la magnifique opportunité de
participé à la naissance et à l'essor du Cirque du Soleil. C'est là que j'ai fait mes premières classes en philanthropie. Avec cette politique qu'on s'était donnée à l'interne de redonner 1% de nos billets à des organismes communautaires dans les villes où on allait, de sorte que ça leur permettait de lever, ils faisaient des levées de fonds avec ça, puis ça nous permettait d'avoir un petit peu plus d'ancrage dans les villes où on allait. Et par la suite, avec le programme Cirque du Monde, où on permettait à des jeunes marginaux d'apprendre des techniques de cirque, de sorte que même s'ils vivaient dans la rue, en tendant la main, il y avait quand même quelque chose à offrir. Alors ça a été une source d'inspiration, bien entendu. Et lorsque on a quitté le cirque, Daniel Gauthier et moi-même, on a adopté 2 enfants qui venaient de la Mongolie et ça nous a donné, je dirais, l'inspiration aussi pour dire, puisqu'on ne pouvait pas adopter tous les enfants avec des besoins, on allait créer une fondation qui allait venir en aide aux enfants qui vivent dans des milieux plus vulnérables et qui sont souvent aidés par des organismes qui les connaissent bien, qui connaissent les familles, qui, avec eux, proposent des projets rassembleurs qui leur permettent d'atteindre leur plein épanouissement. Alors, on fait ça au Québec et en Mongolie. On soutient plus de 100 organisations et on s'inscrit dans la durée puisque il y a 24 des organisations du Québec avec qui on est partenaire, qu'on supporte depuis 15 ans. Et en Mongolie, c'est 10 organisations depuis plus de 10 ans. Et je pense que ça fait une grosse différence aussi dans la relation qu'on a réussi à établir avec les organisations, parce qu'on est dans un climat déjà de confiance. On travaille avec des valeurs, naturellement, qui sont des dérivés de la justice sociale, M. Blais, celle de la transformation sociale, de l'innovation sociale. On estime qu'on est en partenariat avec les organisations qu'on soutient et on les invite, et c'est une valeur que je chéris particulièrement, à mettre l'éco-citoyenneté au cœur de leur projet. Je pense que c'est important d'exercer notre rapport aux autres, aux institutions, à l'environnement, comme citoyens à part entière, dont les droits s'accompagnent aussi de responsabilités. Vous parliez d'obligations. Moi, je pense que quand tu as eu beaucoup de chance dans la vie, c'est ta responsabilité d'aider ceux et celles qui en ont eu moins. On trouve que en s'inscrivant dans la durée, on arrive, je vous l'ai dit, à développer une relation de confiance, dans le respect et le dialogue. Puis ça nous donne une meilleure compréhension des enjeux auxquels les organismes qu'on soutient font face. On est mieux à même de reconnaître leur expertise, puis on est plus cohérent avec notre mission, parce que élever un enfant, c'est dans la durée. Bien comprendre ce qui se passe dans les communautés, ça favorise la rétention du personnel pour les organisations. C'est plus facile d'avoir des approches innovantes. C'est plus facile de les documenter. Ça donne confiance et crédibilité. On a aussi développé dans notre approche de proximité cette intuition que quand un enfant est vulnérable en bas âge, il est vulnérable pour une bonne partie de sa vie. Alors, c'est important d'être là à plusieurs étapes de sa vie. Alors, nous, on a choisi de se concentrer dans des quartiers, des territoires où les organismes sont en réseau, puis ils peuvent suivre, bien sûr, la trajectoire de ces familles-là qui ont plus de difficultés. On a aussi développé, au niveau de l'évaluation, des visites de groupe qui ne sont pas individuelles. On réunit plusieurs organisations ensemble, puis
on pose 2 ou 3 questions, puis ce sont elles qui font la présentation de leurs apprentissages, de leurs succès ou de leurs difficultés. Et avec d'autres organisations, ils peuvent trouver des solutions et faire émerger des possibilités qu'ils n'avaient pas identifiées au préalable. En plus, on les réunit une fois par année pour nos rendez-vous qu'on appelle RRV, pour réseautage, ressourcement et valorisation. Ça permet aux organisations de se rencontrer entre elles, de voir qu'ils partagent beaucoup de défis. Alors, juste pour vous donner quelques idées, on a fait des rencontres comme ça qui portaient sur l'impact, sur la relève générationnelle, parce que les organisations se retrouvent avec souvent des dirigeants qui vont bientôt partir à la retraite. On en a fait sur la collaboration, sur la mobilisation citoyenne. Alors, ce sont des moments qui permettent un partage d'expertise, une mise en lumière des meilleures pratiques, parce que comme on connaît bien nos organisations, on peut les inviter à dire « Hey, toi, la gestion de la relève, là, tu l'as tellement bien préparée. Viens donc nous dire comment tu as fait ça aux autres organisations. » Et les thématiques qu'on choisit sont souvent identifiées par les organisations eux-mêmes. Alors, tout ça pour dire qu'au bout du compte, on grandit tous ensemble. Moi, j'aime dire que je fais de la philanthropie pour les rencontres que ça provoque, pour avoir vraiment l'impression d'être ancré dans la société dans laquelle je vis. Et je pense que, en tout cas, les témoignages que je reçois et les choses que je constate me permettent de croire que dans l'humanité, dans la bienveillance, dans la culture de ce sentiment qu'on est tous ensemble, bien, ça donne un nouvel élan. Ça va. Aux gens. Merci. On va revenir sur plusieurs thèmes. C'est très riche déjà. Merci. Annick Laberge, sous-ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Bonjour. Très heureuse d'être parmi vous ce matin. Un peu comme Mme Dufresne l'a fait, je trouve intéressant peut-être de prendre un petit moment pour vous parler de ma vie avant le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Dans une vie passée, il y a une vingtaine d'années, j'étais du côté politique au cabinet de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, donc déjà un peu collée avec les enjeux de société, intéressée par le milieu philanthropique. Et à la sortie de ce poste-là, j'ai œuvré pendant une vingtaine d'années dans le secteur privé et je me suis beaucoup impliquée philanthropiquement comme membre de conseils d'administration, d'organismes à but non lucratif, de fondations, comme présidente de certains d'entre eux, dans les secteurs aussi variés que le culturel, le secteur environnemental, l'éducation, le secteur social. Et pendant la pandémie, possiblement comme certains ou certaines d'entre vous, j'ai trouvé difficile la situation professionnelle. Je me suis beaucoup remise en question et j'ai fait le choix de quitter le secteur privé pour vouloir contribuer à servir l'État québécois, à m'impliquer au sein du service de nos citoyens d'une façon différente. Donc, c'est comme ça que j'ai joint la haute fonction publique. Voilà maintenant près de 3 ans et depuis 1 an, du côté du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui est un ministère de plus de 6400 personnes, des ressources qui sont dédiées au quotidien, avec quelques 130 bureaux de Service Québec répartis un peu à travers notre beau grand territoire. Et l'une des particularités depuis la dernière année qui est intéressante puis qui donne vraiment un souffle vers l'implication dans les milieux communautaires, la philanthropie, c'est que le gouvernement a nommé une ministre, Mme Chantal Rouleau, qui est ici cet avant-midi que je salue, ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Une ministre qui est à l'écoute, donc qui a un rôle clé, entre autres pour tout le côté du secteur philanthropique.
Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est également le ministère qui gère de façon administrative la grande campagne Entraide du gouvernement québécois, qui est un geste philanthropique très concret. Chaque année, il y a plusieurs dizaines de milliers de dons. Je vous ferai référence à la campagne Entraide 2022, au cours de laquelle plus de 85 000 dons ont été amassés pour un total de 6,4 millions de dollars répartis au sein de 3 organismes, les Centraides du Québec, la Croix-Rouge, Division Québec, ainsi que ce qu'on appelle les partenaires santé. Alors, le ministère en tant que tel joue aussi un rôle philanthropique. Comme sous-ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et dans mon quotidien, je me suis engagée à mettre tout en œuvre pour que la mission du ministère et sa vision soient bien comprises, soient bien véhiculées, en me rappelant justement constamment la vision de notre ministère qui est d'aider les gens et de cultiver les talents. La mission du ministère et la vision, je pense, du milieu philanthropique ne sont pas très loin. Elles sont, à mon avis, très complémentaires l'une à l'autre. On poursuit le même objectif, celui de vouloir le bien en aidant les gens. Et puis, le mot-clé que j'aime bien utiliser au quotidien, c'est le mot collaboration. Je pense qu'il y a un rôle dans les différents intervenants, les différents acteurs du milieu philanthropique et celui du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui est d'avoir des échanges, des moments opportuns, qu'ils soient planifiés ou aujourd'hui dans un contexte de réseautage, d'avoir une bonne compréhension mutuelle de nos rôles respectifs, de pouvoir également bénéficier de notre expertise, de nos connaissances. Il y a une agilité de plus en plus grande du côté du secteur philanthropique dont le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale peut bénéficier. Alors, je pense qu'en partageant nos connaissances, en étant à l'écoute les uns des autres, on pourra arriver ensemble à faire de notre tissu social québécois un tissu beaucoup plus solide. Alors, j'ai hâte de participer aux échanges qui suivront. Et encore une fois, merci de l'invitation. Merci à vous. Bravo. Jean-Patrick Toussaint, directeur principal du programme Climat à la Fondation Famille Trottier. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Voilà. Merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être ici. Je pense que c'est la première fois que la Fondation familiale Trottier participe, donc c'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi vous. Je vais peut-être reprendre un peu la balle au bond de ce que Christian disait tout à l'heure par rapport au sentiment d'imposteur, parce que ça fait seulement 2 ans que je suis dans le milieu philanthropique. Donc, j'ai vraiment le sentiment d'être le mouton noir à bien des égards. Mais peut-être commencer par quelques mots sur la Fondation Trottier, si vous n'êtes pas familier avec cette fondation. C'est une fondation qui a été établie en l'an 2000 par Lorne Trottier et sa conjointe Louise Roussel-Trottier. Et donc, pendant les 15 premières années, les secteurs d'investissement étaient alignés avec les valeurs. Donc, soutenir la science, la recherche, la santé. Donc, beaucoup des premiers dons de la Fondation Trottier ont été axés vers la recherche, justement, l'innovation et soutenir la recherche particulièrement au niveau de la santé. À l'arrivée de notre directeur général, Éric Saint-Pierre, vers 2016, on a justement restructuré un petit peu. Le maire Marchand, tout à l'heure, parlait de changer, de changement, et je pense que ça décrit bien un peu la posture qu'on a adoptée ou l'évolution qu'on a su suivre au cours des années. Donc, on s'est restructuré ou refocusé sur 4 secteurs en particulier, donc la santé, l'environnement, la science et l'éducation. Et plus encore, il y a presque 4 ans maintenant, on a décidé d'aller un pas plus loin au niveau de l'environnement en faisant de la question climatique un des thèmes principaux de notre action philanthropique. Donc, notre CA, notre conseil d'administration, s'est engagé à mettre 5 millions de dollars par année pendant une dizaine d'années, donc jusqu'en 2030, vraiment pour agir sur la question climatique. Ce qui m'amène à mon rôle un petit peu, parce que ce financement-là a créé différents postes au sein de notre organisation avec des collègues avec qui j'ai la chance de collaborer, pour agir de manière proactive. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que sans vouloir dénigrer l'approche
préalable où on recevait des demandes de financement que l'on analysait puis qu'on soutenait en fonction de nos orientations. On s'est dit comment est-ce qu'on peut justement aller à l'encontre des partenaires sur le terrain qui savent ce qui se passe, puis comment est-ce qu'on peut les appuyer, puis comment est-ce qu'on peut développer des nouveaux partenariats, des nouvelles collaborations de manière proactive, puis remplir certains besoins qui sont laissés pour compte. Donc, c'est ça le rôle que l'on a, donc de développer ces partenariats, de développer cette collaboration-là et peut-être, pour reprendre un peu les mots de Dr. Liu ce matin, de prendre certains risques. Donc, de se dire peut-être que le résultat, il sera difficilement mesurable, mais il y a peu de gens qui s'y intéressent, et c'est pas parce qu'il y a peu de gens qui s'y intéressent qu'on devrait y être, mais peut-être qu'on peut faire avancer les choses de cette manière-là. Peut-être prendre un petit peu de point de recul, je disais aussi de niveau plus personnel, je disais que je ne suis pas issu du secteur philanthropique. J'ai une formation plus académique en sciences environnementales avec un doctorat dans le domaine, mais ce parcours-là m'a amené à vouloir être un peu plus près du plancher des vaches. Je dirais qu'en recherche, c'est fantastique, mais on peut facilement se laisser emporter par le fait qu'on est dans notre petite bulle, on va publier, on parle avec les pairs, c'est stimulant, mais concrètement, moi, ce qui m'animait, c'est comment est-ce qu'on peut rendre cette recherche-là applicable sur le terrain. Donc, ça m'a amené à travailler, à faire en fait, du bénévolat à la Fondation pas la Fondation Familiale Trottier, mais à la Fondation David Suzuki, il y a une quinzaine d'années. Et à travers ce bénévolat, je me suis impliqué, j'ai obtenu un poste dans le secteur. Donc, le côté philanthropique, je l'ai connu en cognant aux portes des fondations philanthropiques pour essayer de soutenir l'action environnementale, la mobilisation citoyenne. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que cette action-là, elle est porteuse, elle est stimulante. Et donc, je me suis retrouvé à travailler à la Fondation Familiale Trottier. Il me reste quelques secondes, puis peut-être on aura la chance d'en parler tout à l'heure, mais je veux revenir sur des mots qui sont ressortis. Partenariat, collaboration. Effectivement, les différentes entités avec lesquelles on collabore, tant sur le terrain et à différents niveaux, ce sont des partenaires. Donc, ce ne sont pas seulement des gens à qui l'on donne des sous, mais avec qui on veut vraiment travailler. Puis encore une fois, pour reprendre un peu les mots de Dr. Liu, on essaie de se faire aussi éduquer par nos bénéficiaires pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et le meilleur exemple que je peux donner, c'est peut-être justement celui qu'on a discuté sur la question de la COVID, où on a écouté ce qui se passait sur le terrain, puis on a essayé de faire avancer les choses au milieu communautaire. Donc, je vous laisse là-dessus. J'ai bien hâte à la discussion aussi, puis merci encore de l'invitation. Merci, Jean-Patrick. Christian. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas tellement le goût de vous remercier pour l'invitation parce que vous me causez deux stress. Le premier, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend vraiment de moi, étant donné que je ne suis pas dans le milieu de la philanthropie. Et en plus, on me demande de m'adresser à vous assis, alors que moi, j'aime être debout puis bouger. Alors, soyez indulgents. Et si je ne suis pas pertinent, vous m'excuserez. Je pourrais m'en sortir en vous racontant c'est quoi Angus. Je prendrais mon 5 minutes puis je m'en retirerais, mais ça serait manquer de respect envers les organisateurs de l'événement. Le groupe Angus, on carbure à l'indignation. On est né d'une indignation et on carbure à l'indignation. On est né dans un contexte où l'Est de Montréal s'effondrait. Toute la base industrielle de l'Est de Montréal s'effondrait. Et on voyait dans nos quartiers, des quartiers ouvriers, où les gens allaient travailler avec une boîte à lunch. On les voyait devenir des quartiers de chômeurs, puis des quartiers d'aide sociale, et on voyait les phénomènes d'exclusion. On est né de cette indignation-là. Et on a réussi à mobiliser autour de cette indignation-là une série d'acteurs, d'actrices, en leur disant « il faut faire quelque chose ». Je me rappelle, au début, quand j'essayais d'intéresser du monde, je leur faisais visiter les terrains Angus, qui étaient un terrain contaminé, abandonné. Et je leur disais, il faut savoir, les usines quittaient l'Est de Montréal, on était dans une hécatombe. Et je leur montrais ça, puis je leur disais, on a ça, qu'on pourrait peut-être un jour acquérir. On n'avait pas d'argent. Je leur disais, il faut repartir la roue du développement économique. Et là, ils me regardaient, puis ils disaient, oui, mais ça va prendre 20 ans, 25 ans.
Puis là, je leur disais, on n'a pas bien 25 ans, le chômage, il est là, l'exclusion est là et tout. Finalement, ça fait 25 ans qu'on y est, mais je pense qu'une des forces d'Angus, ça a été cette capacité de mobiliser des acteurs de différents réseaux. OK, là, milieu d'affaires, milieu professionnel, milieu gouvernementaux, politiciens, j'en passe, là, milieu universitaire, autour d'une indignation, mais dans un objectif de changer les choses. Hein, on n'était pas un groupe de pression, on était un groupe d'action. Et on a donc travaillé d'abord dans Rosemont, sur Angus, et après ça, on a commencé à sortir parce qu'il y a d'autres situations indignes ailleurs, de toutes sortes, hein, de toutes sortes. On vit une crise du logement, ben comment on peut participer aussi humblement avec les moyens qu'on a, à essayer d'apporter une solution à la crise du logement. Et j'écoutais tout à l'heure là, les différents intervenants, puis j'entendais les mots qui sont exactement les mots qu'on utilise chez nous, mais on n'est pas du tout dans la philanthropie. Là, c'est les mêmes mots, les mêmes réflexions, les mêmes objectifs. Il me reste 2 minutes. Je vais essayer de vous donner un exemple quand même, parce que je me disais, mais philanthropie puis Angus. Il y a quelques années, il y a un groupe de parents d'enfants autistes qui m'ont contacté en disant, on est dans une école dans l'ouest de l'île, l'école s'effondre, les plafonds coulent, etc. On a une centaine d'enfants autistes et on voudrait se relocaliser, développer un centre et tout. Puis Angus, on partage les mêmes valeurs et tout. Fait que j'ai dit, oui, d'accord. Vous avez combien d'argent? Non, j'ai demandé, votre projet, c'est un projet de combien? Ils m'ont dit 30 millions. OK. Vous avez combien d'argent? 0. Ah, OK. Un développeur traditionnel, parce qu'on a des terrains, on développe, un développeur traditionnel leur dirait, allez chercher votre financement, puis quand vous serez prêt, on va vous accompagner. Fait que là, on a dit, OK, on va travailler avec vous. C'est un projet qui a coûté 52 millions. On est allé chercher 17,5 millions au gouvernement du Québec. Tout le reste a été donné par la philanthropie, les fondations, les dons et tout. Et on les a accompagnés tout le long. Et ils n'auraient pas pu, ça j'en suis très fier, ils n'auraient pas pu aller s'implanter ailleurs. Le Centre pour autistes aujourd'hui accueille 150 enfants, primaire, secondaire, 3 ans, 19 ans, un centre de jour, un centre de formation. Et c'est cette jonction-là, dans le fond, là, je n'avais pas théorisé là-dessus, mais c'est cette jonction-là entre un besoin, les enfants autistes, le secteur de la philanthropie, et nous autres, développeurs sociaux, cette jonction-là a permis de faire un projet qui est magnifique. Et 2 semaines après l'ouverture, les parents nous disaient, je vois déjà un changement chez mon enfant du fait qu'il est dans un lieu adéquat. Alors, voilà, je m'en suis sorti. Merci. Génial, merci beaucoup. Alors, cela lance la discussion qu'on va avoir. On a quand même une bonne heure ensemble. Là, je vais vous faire participer. Prenez votre téléphone et il y a une question qui va apparaître à l'écran. On va vous demander en un mot quel rôle particulier le secteur philanthropique peut-il jouer pour répondre aux grands défis de notre temps? Et vous pouvez répondre plus d'une fois. OK? Donc, vous mettez un mot à la fois. Pas une phrase en un mot à la fois. Un mot qui symbolise le rôle. On va les voir apparaître selon la fréquence aussi. On voit que accompagnement. Je vais laisser... On a un bon menu. C'est très varié. C'est intéressant. Il y a évidemment collaboration, soutien, écoute, catalyseur, accompagnement, innovation, influence dans les mots importants. Puis, comme on dit souvent, le milieu philanthropique est un milieu diversifié et hétérogène, ce qui est aussi représenté, mais la collaboration, le soutien, l'accompagnement sont des mots qui ressortent.
Puis vous pouvez envoyer vos questions ou commentaires sur Slido. Marilyn va nous relayer dans quelques minutes. Alors, c'était très riche. Je vais décortiquer les choses un peu pour, comme disait une collègue, un éléphant, ça se mange, mais par tranche. On va couper l'éléphant un peu par temps. Je vais commencer par le bénévolat. Je serais intéressé de vous entendre, Louise Dontigny, sur les conditions à rassembler pour que le bénévolat, sur le plan quantitatif et qualitatif, dans une organisation, soit vécu de la meilleure façon. En fait, je pense que je l'ai un peu survolé tantôt quand on parlait au niveau qualitatif, si on veut. Je pense que pour que l'importance de bien entourer, structurer, outiller les bénévoles, les reconnaître aussi selon ce qu'ils font. Donc, vraiment, ça, c'est pour les personnes qui en donnent. Et de prendre conscience que... on a d'ailleurs différentes informations sur le site, là, puis des recherches, mais que les gens qui s'investissent... ils en retirent autant plus au niveau humain. Il y a toutes sortes d'études qui ont été faites au niveau de la santé mentale, briser l'isolement et tout ça. Au niveau quantitatif, quand je vous parlais tantôt peut-être de différentes initiatives qui ont été... Voyons, mais ça va vous parler à la salle. OK, pardon. Diverses initiatives qui ont été faites par rapport, entre autres, quand je parlais tantôt des écoles, dans les écoles secondaires. Et tantôt, mes collègues sur le panel ont parlé un peu de leur cheminement personnel. Moi, je viens d'une famille où, tout jeune, j'ai été impliquée dans le bénévolat. J'en ai fait de toute ma vie. Et pour moi, ça fait partie de ma manière de fonctionner. À certains moments, plus de temps, j'en fais plus. À d'autres moments, moins, bien sûr. Mais quand même, ça fait partie. Et quand une personne est initiée rapidement, donc l'idée de vraiment faire des collaborations avec les écoles secondaires, postsecondaires, il y a différentes universités qui ont fait des trucs par rapport à avoir des crédits selon un nombre d'heures. Il y a beaucoup d'initiatives qui se passent à ce niveau-là. Au niveau du privé aussi, des différentes entreprises, on est en pourparlers avec certains. C'est important de voir avec eux. On discute. C'est sûr qu'on parle du bénévolat d'entreprise. Souvent, c'est pas pour les purs et durs vu comme du bénévolat parce que la personne, elle est payée même si elle est libérée. Par contre, ils sont en train de colliger des informations pour démontrer que si la personne y va pendant 2 jours, admettons qu'elle est payée, après, elle y retourne. Et ça, c'est une autre histoire. Ça veut dire que maintenant, on peut l'utiliser de cette manière-là. D'où l'importance de bien structurer, de bien outiller les gestionnaires de bénévolat. Là, je fais un gros tour. Très bien. Ouais, okay. Madame Laberge, vous avez un parcours, vous avez parlé de votre parcours personnel, d'implication sociale aussi, le privé, le gouvernemental. Puis là, vous êtes en interaction et vous avez des responsabilités à l'égard aussi du soutien du gouvernement à des organismes communautaires et dans votre ministère. Qu'est-ce que le milieu communautaire et le milieu philanthropique fait, je le dis pour que ça soit simple, là, mieux que quiconque dans notre société? Bien, dans notre société québécoise, je pense que pour répondre à votre question, ce que le milieu philanthropique fait, ce que je vois en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de discussions à l'intérieur des différentes fondations. J'en parlais tantôt, l'importance de la collaboration. C'est clair, des discussions, des échanges. Et le milieu communautaire, bien, ce qui fait, j'entendais Christian tout à l'heure parler de développeur social. Je pense que tant le milieu philanthropique, le milieu communautaire que l'espace gouvernemental, le ministère entre autres, on se met le chapeau de vouloir être des développeurs sociaux, de trouver des façons ensemble, concrètement, tout dépendant de la nature de projet à réaliser, mais on a tous un objectif commun qui est très, très fort au Québec. C'est le bien-être de nos collectivités, la proximité, l'intérêt de ce qui se passe, des grands enjeux. Et je trouve qu'on se retrousse les manches très facilement. On n'a pas peur d'être créatif. Alors, je dirais que créativité ressort très fort dans une de nos particularités au Québec, à titre de soit philanthrope, acteur clé dans le secteur communautaire et du côté gouvernemental. Là, je ne vais pas vous poser la question à vous, mais je vais la poser à M. Blais. Puis, je sais qu'il y a plusieurs personnes du milieu communautaire qui vont voir dans ma question un relais.
mais je vous le demande avec la distance que vous avez, émotive que vous avez maintenant comme ex-politicien, mais aussi de la réflexion que vous avez partagée plus tôt. Lorsque l'État soutient le milieu communautaire, et notamment en collaboration avec le milieu philanthropique, la reddition de comptes reste dans une logique gouvernementale très souvent, alors qu'on parle que le milieu communautaire et philanthropique peut avoir une vision transversale, autre et le reste. Comment peut-on réconcilier et respecter la contribution singulière du milieu communautaire et philanthropique en la subordonnant à une logique de reddition de comptes étatique? Il y a deux façons donc pour l'État, il y a au moins deux façons de soutenir les initiatives communautaires, comme vous dites. La première, on la connaît bien, c'est par des programmes qui sont spécifiques. À ce moment-là, c'est sûr que ça tombe dans un cadre de politique publique, où l'État, bien sûr, doit rendre compte de ses dépenses, doit se questionner aussi sur l'efficacité. Donc, nécessairement, les organismes doivent rendre des comptes. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que c'est trop lourd? Tout ça, c'est des enjeux administratifs très, très importants, mais je veux pas. Mais le cadre, c'est bien sûr que l'État a des obligations par rapport à ses investissements. L'autre façon de soutenir la culture du don, c'est bien sûr par la fiscalité. Et là, c'est très, très différent parce que les exigences sont assez faibles. Donc, la reconnaissance des organismes de bienfaisance, il y en a beaucoup. Et là, à ce moment-là, bien sûr, on accepte comme partenaire de ne pas entrer dans un cadre qui est du tout le même. Il faut soi-même aller chercher ses fonds, tout ça, mais bien sûr, on bénéficie d'une plus grande liberté. Donc, c'est très, très, très différent comme forme d'aide. Mais c'est des sommes assez importantes. Elles pourraient être plus importantes. On pourrait discuter de ça longtemps, mais c'est des sommes assez importantes qui interviennent à deux moments différents, avec des règles d'encadrement qui sont très, 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 très différentes. En tout cas, pour avoir travaillé dans une fondation pendant 10 ans, puis voir puis là, je me retourne vers vous, M. Côté. Il y a chaque organisme qui reçoit des fonds, puis j'ai été impressionné sur votre site. Il faut aller voir le rapport d'activité de l'Aube-Rivière. C'est vraiment impressionnant, la liste des partenaires, des donateurs, la variété. Puis en même temps, je suis certain qu'il y a des donateurs et des bénévoles qui c'est vraiment désintéressé. C'est un don sans attente. Mais il y en a aussi d'autres qui ont des attentes ou des cadres de reddition de comptes. Comment vous avez des centaines de donateurs et de partenaires? Comment vous survivez à répondre aux multiples motivations, mais aussi aux multiples attentes ou cadres? Comment vous arrivez à respecter ça? Je l'ai nommé tout à l'heure. On est une organisation qui est soutenue beaucoup par la communauté. Donc, les individus, je vous dirais que la plupart de nos donateurs ne demandent aucune reconnaissance. Dans la très grande majorité, il y en a qui sont très discrets, qui viennent chez nous porter leur chèque et qui demandent à toute fin pratique rien comme reconnaissance. Si des fois, le défi est peut-être un peu plus au niveau corporatif, je l'ai nommé tantôt d'entrée de jeu, où est-ce qu'il y a des objectifs en arrière de la contribution. Puis des fois, c'est dur de concilier effectivement ces deux aspects-là parce que la reddition de comptes, en fait, c'est qu'il faudrait souvent adapter notre service au financement et non l'inverse. Mais le Dr. Liu le disait tantôt, l'idée, c'est pas de créer des projets, c'est d'investir dans l'humain qui sont là. Les gens qui sont sur le plancher sont au front, là, travailler en itinérance. Je vous invite à venir juste traverser le centre de jour. Mme Dufresne m'en parlait tantôt. Juste ça, c'est une expérience en soi parce qu'on fait face à toute la misère humaine. Donc, des fois, de juste faire confiance aux organisations en place. La reddition de comptes de notre côté à la Fondation, étant donné qu'on a peu de financement corporatif, on en a peu, c'est beaucoup mon collègue Éric qui va s'occuper de ça. Puis je suis bien content parce qu'il est très bon pour le faire. Mais ça peut être des enjeux complexes. Puis moi, je l'ai vécu dans une autre organisation en amont. J'étais avant en dépendance. Puis je voyais tantôt innovation. Mais des fois, comme organisme, il faut s'adapter rapidement. Puis les centres Le Grand Chemin, c'est de la dépendance pour ados. Anciennement, Jean Lapointe pour adolescents. Ça a peut-être allumé des lumières chez plus de gens. Lorsque la cyberdépendance s'est pointée sur le radar au début des années 2010, en 2013-2014, le premier jeune qui est venu cogner à notre porte, il n'y a eu aucun financement. Ça a pris 5 ans avant qu'il y ait une reconnaissance de la problématique au niveau du gouvernement. Donc, nous, il a fallu aller chercher du financement et faire des redditions de comptes un peu. Je veux dire, on construisait l'avion en plein vol là, à ce moment-là. Hélène,
question pour toi. Puis il faut qu'elle soit difficile parce que tes réponses sont toutes là. Tantôt, tu nous as beaucoup parlé de proximité, de durée, du relationnel, de la relation de confiance qui distinguait l'apport philanthropique d'un bailleur de fonds philanthropique par rapport à d'autres types de bailleurs de fonds. C'est très inspirant. Et de la mise en réseau à l'échelle locale d'organismes. En tout cas, si je résume le propos. Ben, l'échelle provinciale, en fait. Aussi. Et là, je me demandais ta perspective sur le rôle du milieu philanthropique pour agir en amont, pour influencer des politiques publiques, pour ébranler les esprits, pour faire bouger les perspectives, le vote comment on fait aller le vote philanthropique pour enclencher un débat public sur des inégalités ou des enjeux de climat. Alors, quel rôle le milieu philanthropique joue-t-il dans la discussion sur des choix collectifs et éventuellement même en matière de politique publique? Bien, il y a deux aspects là, dans ce que tu dis. Nous, on est là pour soutenir des organisations. Alors, comme organisation, on veut soutenir leur possibilité de faire entendre leur voix aussi. Quand on est dans un quartier plus défavorisé, qu'on travaille avec des gens issus de l'immigration ou qui n'ont pas une grande éducation, ben il y a aussi beaucoup d'outillage à faire. Et je vais donner un exemple. Il y a un centre à Ville-Saint-Laurent qui s'appelle le Centre Bon Courage, qui accueille des familles, mais il y a certains soirs, c'est des adolescents. Puis ces adolescents-là, c'était difficile, il était difficile à aller chercher, puis il exprimait que dans le quartier de la ville où est-ce qu'il vivait, il se sentait délaissé parce que l'éclairage n'est pas adéquat, parce qu'il n'y a pas de trottoir le long de certaines rues, le quartier est divisé, des parties industrielles, des parties résidentielles et tout. Le Centre Bon Courage a dit OK, on va faire entendre votre voix. Ils les ont équipés d'une radio, puis là, les jeunes ont commencé à faire de la radio. Puis une fois qu'ils ont été un petit peu plus articulés, je dirais, ils sont allés à l'Hôtel de Ville de Montréal, puis dans la période des questions, ils ont demandé comment ça se fait que dans notre quartier de la ville, on a l'impression d'être oublié, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de trottoir. Bien, il y a eu des sous qui ont été mis pour que l'éclairage soit plus adéquat puis qu'il y ait des trottoirs de créer. Alors, ça, c'est une façon de faire entendre la voix. Nous, on n'est pas intervenus là-dedans. On fait juste soutenir un centre puis on se réjouit de voir cet effet-là, si tu veux. Puis, il y a ce qu'on peut faire comme fondation. Comme fondation, il y a des forums, puis qui existe. François, tu le sais, tu en as été partie prenante, là, le collectif des fondations. Il y a des représentants ici du collectif, là, Jacques et Nancy. Mais il y a aussi plusieurs fondations qui font partie du collectif. Puis c'était le collectif contre les inégalités. On veut faire entendre notre voix pour faire en sorte que, on s'entend, au Québec, on est peut-être une des sociétés les plus égalitaires, mais le danger de creuser l'écart est quand même là, puis on veut faire entendre cette voix-là. Puis comme fondation, dans un regroupement comme celui du collectif, on peut le faire. Et il y a des rencontres aussi informelles, des collaborations qui se font d'une fondation à l'autre, et c'est heureux que ça se fasse, qu'on partage notre vision, nos façons de faire, mais qu'on s'implique aussi en faisant entendre notre voix, que ce soit dans des mémoires qui sont présentées au gouvernement, que ce soit dans le financement de mobilisation citoyenne. Puis j'ai le bel exemple des Mères au front qui est représenté ici par Laure Varidel, mais qui a été aussi une façon de mobiliser des gens qui ne s'étaient jamais engagés politiquement à faire entendre leur voix puis dire, écoutez, là, au niveau de l'environnement, là, la menace est plus tant sur nous que sur nos enfants. Il faut faire quelque chose. Alors, il y a toutes sortes de manières
Mais je pense qu'il faut prendre la parole, puis il faut s'engager à faire changer les choses. Donc, il y a un rôle de soutien là aussi, mais de prise de parole du milieu philanthropique. Christian, ce qui est impressionnant dans l'intervention, c'est de passer de l'indignation à l'action. Puis, si tu avais un message à formuler au milieu philanthropique du type de soutien, on a beaucoup parlé de soutien de collaboration, quel message tu lances au milieu philanthropique pour soutenir des entrepreneurs comme toi qui veulent passer de l'indignation à l'action en restant indignes, mais en donnant de la dignité, en livrant de la dignité? Ben, on sent quand même un changement de trajectoire chez beaucoup de fondations, hein, où on est plus maintenant, on le sent, là, j'en côtoie, là, dans l'accompagnement que juste de, justement, déposer un dossier, puis ils vont analyser ton dossier, puis tu vas avoir une réponse en disant oui ou non. Je pense principalement, là, parce que c'est beaucoup là-dessus qu'on intervient. Nous autres, on intervient en ce moment sur la crise du logement. Et on intervient aussi dans le quartier latin, donc sur la rue Saint-Denis, où là, on a des gros problèmes d'itinérance. Hein? Et nous, on n'est pas équipés à Angus pour aller intervenir sur l'itinérance. Donc, on essaye de travailler avec les organisations du territoire en disant, si on arrive juste, nous, avec des projets immobiliers culturels, c'est sympathique, c'est cute, mais on ne va pas régler le problème de la place Émilie-Gamelin, là. Hein? Et une opération de revitalisation, de requalification d'un territoire, c'est pas le territoire, c'est les individus qui vivent sur le territoire qui est important. C'est eux autres sur lesquels on doit intervenir. Et donc, de travailler ensemble. Okay? Chacun dans sa sphère de compétences puis dans ses expertises, mais de réussir à travailler ensemble, pas en allant voir la Fondation en disant « j'ai besoin de 2 millions pour faire mon projet », mais j'ai besoin qu'on travaille ensemble pour requalifier ce territoire-là. Ouais. Là, il y a déjà une piste. Sur la question du logement, il y a de l'argent. C'est ça qui est absurde, c'est qu'il y a de l'argent. Là, dernière mise à jour économique, 1,8 milliard. Les programmes de la SCHL, les municipalités. On travaille, nous, à Rimouski, sur du logement. On travaille à Montréal sur du logement. On essaie de travailler à Sherbrooke sur du logement. Il y a plein d'argent, mais il manque quelque chose. On n'arrive pas à attacher les morceaux. Il manque ce qu'on appelle le capital patient. Okay? Tu fais tous les montages financiers avec tous les programmes gouvernementaux, puis il te manque 2 millions sur un projet de 35 qui est du capital patient. Et il y a très, très difficile. Il y a des discussions avec Amplifié, à Centraide, etc. Mais c'est très, très difficile. Et là, on n'est pas dans le monde, là. On n'est pas dans le don. Là, on est dans un prêt avec un prêt patient avec un intérêt moins élevé que si tu allais le chercher. En plus, tu peux même pas aller le chercher dans les institutions financières. Ils n'en font pas de capital patient. C'est même pas, tu dis, OK, je vais le payer le 7% de mois-là. Ils n'en font pas de capital patient. Donc, il y a une jonction là au niveau de certaines fondations avec qui on pourrait travailler pour intervenir sur les territoires de façon un peu plus macro que juste ça. Mais dans le quartier latin, je parle beaucoup du quartier latin parce qu'on est dedans. On travaille, nous autres, à acquérir des immeubles pour faire des projets à vocation culturelle, parce qu'on est au cœur de... c'est l'UQAM, c'est la Grande Bibliothèque, c'est le Théâtre Saint-Denis. Mais tu as Émilie-Gamelin à côté, là, puis tu as tout ce qui se passe à côté, là. Alors, là-dessus, il y a quelque chose à faire et d'avoir des lieux. Moi, je rencontre jamais les fondations. Je ne rencontre jamais les fondations. Mais il faudrait commencer parce que... Là, contrairement à ce que j'ai dit au début, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Il y a des dialogues parce qu'il y a plusieurs fondations qui, justement, mettent à profit de plus en plus leur capital, pas juste la partie don, dans du capital patient. Il y en a même McConnell qui se commet à rendre tout son capital en finances sociales au cours des prochaines années. Trottier, Chagnon, il y en a quand même pas mal, de plus en plus. Donc, c'est ça, le timing est... On sent ce changement-là. Mais il faut aller plus vite parce que la crise du logement, là, elle nous frappe vraiment là, d'aplomb. Là. Puis, avant de prendre le pouls de la salle, j'aimerais entendre ton parcours sur... tu as travaillé dans différentes organisations, tu es la même personne. À la question, qu'est-ce qu'une fondation philanthropique offre de singulier par rapport à d'autres organisations dans lesquelles tu as œuvré? Le sentiment d'apporter quelle valeur ajoutée ou quel élément
distinctif Oui. dans ces collaborations? Ben, plusieurs éléments. Je pense que un que j'ai noté en écoutant ce qui se disait, c'est on a un certain privilège parce qu'on a accès à des personnes, des hauts placés aussi, auxquels d'autres organisations n'ont pas. Par exemple, je parlais tout à l'heure justement de mon parcours au milieu académique, le désir de vouloir travailler sur le plancher des vaches, ensuite travailler avec la Fondation David Suzuki, puis ce qu'on faisait. Mais à travers tout ça, des fois, il y a cette marge de manœuvre qu'on n'a pas, puis qu'on n'a peut-être pas accès à certaines personnes que le secteur, ce que permet parfois le secteur philanthropique. Donc ça, c'est une certaine chose. Mais la chose que j'avais notée aussi tout à l'heure, c'est, je pense, une certaine flexibilité, une certaine agilité. Je pense aussi, ça a été mentionné ce matin, parce que, dans notre cas, c'est une fondation familiale privée, donc effectivement, on a beaucoup de flexibilité avec notre conseil d'administration, mais cette flexibilité-là nous permet de prendre des risques. Des risques qu'on ne peut pas toujours prendre, surtout si on est une plus petite organisation, une petite ONG avec des moyens quand même restreints, une certaine capacité restreinte, qui n'est pas toujours financée à la mission aussi, ce qui est difficile. Donc, je pense que cette agilité-là, cette habilité-là, cette flexibilité-là permet de faire bouger certaines choses, puis permet de sortir un peu des sentiers battus, puis justement d'aller prendre ces risques-là. Je vais peut-être donner un exemple qui est très concret. Il y a quelques mois, au Sommet Climat Montréal, on a annoncé un nouveau financement au niveau santé-climat. C'est-à-dire que notre conseil d'administration a décidé de revoir, de changer sa pratique au niveau de financement philanthropique au secteur de la santé pour diversifier un peu plus, pour y aller avec financer les institutions en santé, ainsi que de se développer une expertise santé-communauté et santé-climat. Et là, on travaille avec différentes fondations des hôpitaux, dans le Grand Montréal, que j'ai rencontré d'ailleurs ce matin, qui sont ici présentes, pour développer cette intersectionnalité-là qui n'était pas nécessairement développée. Donc, on a beaucoup de fondations qui travaillent au niveau santé, au niveau climat, mais peu à l'intersection des deux. Donc, on est en train d'explorer ça, puis ça génère beaucoup d'intérêt. Puis d'autres fondations, McConnell, Peter Gilligan en Ontario aussi s'y intéresse. Bref, ce qui change, ce que j'ai vu dans mon parcours, c'est justement cette habileté de créer des nouveaux partenariats, de tisser des ponts, de créer des collaborations qui vont avoir un impact réel sur le terrain, puis cette flexibilité-là qu'on n'a pas lorsqu'on est, par exemple, dans un cadre académique qui peut être quand même restreint, même s'il y a une certaine interdisciplinarité. Ça demeure, pour moi, que ça peut être un petit peu restreint. Donc ça, c'est un aspect qui est fantastique. Très bien. Marilyn, oui. Qu'est-ce qui se dit? Bien, premièrement, il y a des commentaires dithyrambiques à l'égard de nos conférenciers, de nos panélistes, donc je pense que je veux les souligner puis féliciter tout le monde pour toutes les prises de parole. En fait, on a même dit que c'était un début canon, donc je pense que je ne saurais mieux dire. Quelques questions qui ont été abordées, entre autres. On avait une question pour M. Côté, vous en avez parlé, les limites qui sont liées aux difficultés avec le secteur privé, le don corporatif, vous l'avez abordé. On parle aussi des liens actuels ou souhaités entre la philanthropie et la recherche. Je ne sais pas si certains veulent s'avancer sur ce sujet-là. Quels sont ces liens-là actuellement ou est-ce qu'il y en a qu'on souhaiterait développer davantage? Quelle est la place de la culture philanthropique dans la recherche et vice-versa? Jean-Patrick. Envoyez la tête. Oui, ben c'est intéressant. Puis là, je vais essayer d'enlever mon chapeau d'ancien académicien. Je pense que c'est clair qu'il y a des besoins à soutenir au niveau de la recherche, mais malheureusement, des fois, même dans notre bonne volonté, on n'est pas présent. Il y a certaines avancées au niveau ou des plans de recherche que l'on aimerait pouvoir soutenir, mais étant donné la portée en tout cas dans notre cas, des différents thèmes que l'on essaie d'aborder, on n'y arrive pas toujours. Ceci dit, en tout cas de ma brève expérience jusqu'à présent dans le secteur philanthropique, je pense qu'on est en position des fois, si un axe de recherche en particulier ne semble pas s'accorder avec ce qu'on cherche à faire nous-mêmes, on a un réseau aussi d'organisations en philanthropie qui peuvent, elles, peut-être reprendre la balle au bon, puis de s'engager puisque ça correspond mieux. Donc, je pense que, je dirais même, c'est pratiquement
un devoir, même si certaines fondations peut-être vont pas apprécier toujours de se faire d'être sursollicité, mais quand même d'avoir, puisqu'on a déjà ces échanges-là, ces plateformes qui sont de plus en plus présentes entre les différentes fondations. Je pense que Mme Dufresne le mentionnait tout à l'heure. Donc, cette communication-là est de plus en plus présente. Et donc, en parlant des différents projets qui viennent vers nous, on peut, à toute fin, finalement, trouver un certain soutien puis une expertise pour allier cet axe recherche et philanthropie lorsque c'est nécessaire. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions Il y en a d'autres. Merci. Oui, quelques-unes. Oui, on peut y aller. On parle de changement, donc je pense qu'on ne pourra pas passer à côté des nouvelles technologies. Donc, on demande comment est-ce que les nouvelles technologies influencent la philanthropie. Je peux prendre la balle au bon là-dessus. Oui. En fait, moi, je regarde mon mandat j'ai pas fait mon parcours, mais ça fait tout à fait 1 an que je suis à la Fondation L'Aubrivière. C'est une fondation qui performait bien, comme je disais, qui a un très bon soutien de la communauté, mais qui avait besoin d'être modernisée. Donc, mon entrée en poste était en ce sens-là, justement, d'intégrer des nouvelles technologies. Puis nous, c'est ce qu'on commence à faire de plus en plus, d'utiliser les données qu'on a. On a une immense base de données. Vous avez dit des centaines de donateurs, c'est des milliers de donateurs. Chaque année, c'est à peu près 7 500, 8 000 dons qui sont faits à L'Aubrivière. Donc, il y a des petits dons de 5 $, puis il y a des dons plus conséquents, évidemment. Mais nous, justement, on travaille, c'est ce qu'on est en train de faire, d'implanter des outils technologiques pour pouvoir capitaliser sur la valeur de ces données-là, puis développer la relation qu'on a avec nos donateurs, puis être aussi capable de se projeter dans le futur pour, justement, on travaille beaucoup, l'objectif que je me suis donné, moi, c'est la pérennité de la Fondation. On a déjà un fonds capitalisé qui est intéressant, mais l'objectif, ça serait d'arriver au fait qu'à la limite, qu'il n'y ait plus besoin de moi, qu'il n'y ait plus de job. Donc, je pense que c'est par la technologie que ça va fonctionner. Ça va nous permettre d'économiser aussi des sous, puis d'être plus efficace dans toutes les actions qu'on met en place. Une autre peut-être, puis après, j'ai quelques questions. Oui, je ne sais pas si vous allez avoir une opinion. En fait, on demande, lorsqu'on travaille à une cause qui n'est pas la plus populaire ou qui n'est pas la saveur actuelle, qui ne cadre pas nécessairement avec les intérêts des donateurs, des organisations, qu'est-ce qu'on fait? Une bonne question. Est-ce que la question est-elle pour moi? Oui, est-ce que quelqu'un... En fait, je vous dirais qu'en ce moment, on est presque à la saveur du mois, l'itinérance. Je ne sais pas si vous êtes... on en a beaucoup, beaucoup parlé dans les derniers mois, puis c'est correct parce que c'est une problématique qui est en explosion. Là. Nous, on le voit, puis on fait des vagues par le déménagement qu'on a vécu et tout ça. Donc là, j'ai perdu le fil de votre question. En fait, puis à vous et à tous les panélistes aussi, c'est voir, en fait, de savoir comment est-ce qu'on peut un peu tirer notre épingle du jeu ou faire connaître une cause qui n'est pas nécessairement la plus populaire. Moi, ce que je fais, en fait, c'est de mettre les gens en contact avec ce qu'on fait. Tu sais, je veux dire, c'est la première chose. Tu sais, moi, mon CV, on dit, bon, ben, j'espère que tu vas être sur la route. Non, ça n'arrivera pas. Moi, je veux que les gens viennent chez nous parce que c'est la meilleure façon qu'ils comprennent ce qu'on fait. Viens voir la réalité de ce que c'est l'itinérance, puis viens voir la réalité de ce qu'on fait parce qu'on est associé à la soupe populaire puis à un refuge, mais il y a plusieurs niveaux d'hébergement, on a différents services, on a une fiducie pour les usagers, on a toutes sortes de choses. Donc, démystifier ça, c'est une façon de répondre et d'en faire des ambassadeurs. Moi, comme je dis, les gens qui viennent dîner chez nous, je les amène manger un check-in avec nos usagers. Ben, l'idée, c'est qu'après ça, je dis, quand vous allez sortir d'ici, vous allez être des meilleurs ambassadeurs pour la cause. Donc, je pense que c'est la façon, c'est vraiment de toucher. Hein. On l'a nommé, c'est philanthropie, ça vient un ami de l'humain, ben c'est ça. Touchons l'humain, puis je pense qu'après ça, on va avoir le soutien nécessaire. Christian, je comprends, je pense comprendre la question, puis tu l'as dit, en ce moment, l'itinérance, c'est la saveur du mois. Il y en a quelques-unes comme ça, des saveurs du mois, les Autochtones, etc. Mais ça ne veut pas dire que les autres problématiques n'existent pas. Et c'est vrai que ça devient difficile quand tu n'es pas dans la saveur du mois d'aller chercher des sous. Je n'ai pas la réponse à la question, mais je trouve que la question est fort pertinente. Ça nous est arrivé souvent, nous autres, on s'implique dans des causes, puis là, tu fais, ouais, mais ça, en ce moment, là, c'est pas la priorité de bien du monde, mais ça ne veut pas dire que la problématique n'existe pas. J'ai pas la réponse, mais je comprends la question. Ben, on peut comprendre que certains organismes philanthropiques peuvent se donner comme responsabilité d'identifier des causes dites orphelines qui sont en dessous des radars des portefeuilles de plusieurs personnes ou du temps à donner, mais dont la nature et l'ampleur sont majeures. Même au niveau du gouvernement, je me rappelle quand on a travaillé sur l'autisme, projet de 52 millions, on a fait la campagne de levée de fonds en pleine pandémie, des pitchs aux fondations, on les faisait par team. Puis on allait chercher de l'argent à Québec,
Puis on espère encore un peu, mais bon, on a perdu l'espoir d'avoir de l'argent du fédéral. Puis on m'a répondu au fédéral, l'autisme n'est pas une priorité du gouvernement fédéral. Wow! C'est quoi votre priorité? La sclérose en plaques? C'est quoi votre priorité? Là, ils se mettent dans des créneaux comme ça, puis ils disent, voici, là, maintenant, pour les 4 prochaines années, on va intervenir là-dessus. Non, ça fait écho à l'intervention de Joanne Liu. C'est ça. Il y a 3 mains qui se sont levées rapidement, Hélène. Mais je veux juste dire que c'est sûr que ça dépend de la cause puis des besoins, là, mais nous, on a soutenu des regroupements de parents qui avaient identifié un besoin dans un secteur, puis en répondant à leurs besoins immédiats, ils se sont structurés, puis à un moment donné, il y a un autre bailleur de fonds qui est arrivé, Centraide est arrivé, puis là, l'organisme a quelqu'un à l'emploi, qui n'était pas le cas au début, c'était juste des parents, là, tu sais. Alors, je pense qu'il faut se trouver à la fois des champions pour nous aider à faire connaître notre cause, puis à la fois, il faut y aller de manière progressive. Puis s'il y a un bailleur de fonds qui embarque, bien, ça donne confiance aux autres bailleurs de fonds. Ça fait que c'est démarrer la roue, finalement, là. La belle. Différents éléments là-dessus. D'abord, mentionner du côté gouvernemental, il y a un plan d'action gouvernemental en action communautaire 2022-2027 d'1,1 milliard de dollars avec différentes mesures pour essayer de soutenir une panoplie de causes, qu'elles soient connues ou moins connues. Alors ça, il y a un engagement gouvernemental clair là-dessus. J'ai trouvé très intéressant tantôt Mme Dufresne ce qu'elle disait dans le rôle des fondations, qui a beaucoup le côté relayeur d'informations. Alors on compte sur les fondations pour faire un relais, que ce soit vers le gouvernement ou d'autres acteurs clés qui ont à cœur le bien-être collectif, de donner l'information sur qu'est-ce qui se passe sur le terrain, et aussi l'expertise des fondations sur justement certaines causes clés, certains enjeux clés, et de nous les véhiculer. Je parlais tout à l'heure de l'importance de la collaboration. Alors, je pense qu'on en a un exemple concret, qu'elle soit connue ou moins connue. Christian, tout à l'heure, faisait référence à ce qui se passe en itinérance, particulièrement du côté du parc Émilie-Gamelin à Montréal, le secteur du quartier latin. Voilà un beau cas, un beau sujet pour lequel tant le gouvernement que, on parlait de la Bibliothèque Archives nationales du Québec, la Grande Bibliothèque, l'Université du Québec à Montréal, Développement Angus et plusieurs autres travaillent ensemble, peut-être pour faire sortir l'itinérance, les gens de l'itinérance pour aller retrouver le milieu du travail, mais également il y a des causes qui sont peut-être moins connues aussi, en discutant ensemble, où on est capable de faire rejaillir des solutions. Alors, d'où l'importance de se parler à main forum le plus d'occasions possibles. Mon intervention allait dans le même sens, donc d'entamer la discussion, de se faire le relais de ces informations que l'on reçoit. Encore une fois, on a un rôle assez privilégié parce qu'on est pas à l'affût, mais on reçoit beaucoup de ces informations-là, de ces projets qui peut-être cadrent pas toujours, mais de le relayer à nos partenaires. L'autre aspect, c'est que, puis c'est une réflexion que l'on a beaucoup en ce moment à l'interne, j'ai mentionné les chiffres au niveau du climat parce qu'on est très actif à ce niveau-là, mais ceci dit, on a encore le secteur communautaire, santé, éducation, sciences que l'on soutient, et de plus en plus, on réfléchit à savoir comment est-ce qu'on peut, justement, dans certains cas, si c'est pas la saveur du mois, au moins de soutenir à la mission certaines de ces organisations-là pour qu'il y ait les effectifs, les capacités de base pour pouvoir aller de l'avant avec ce qu'ils font. M. Blais? Oui, j'aurais une question à vous poser par rapport aux causes mal aimées. Disons, est-ce que on serait porté à penser que vous avez un avantage au moins avec les médias? Que les médias vous approchent de façon moins dure, moins critique que d'autres groupes, je ne nommerai pas. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez, en général, d'assez bonnes relations avec les médias et que c'est des leviers d'action que vous utilisez parfois? Nous, à l'Aubrivière, on a quand même, tout ce qui touche à l'itinérance à Québec revient vers nous. Là. On est naturellement, les médias se tournent vers nous. Donc, des fois même,
on est presque surexposé. Des experts on va refuser certains médias en disant, ben regarde, va voir Pêche, ils vont être en mesure, eux autres, de te répondre. Donc, nous, on se sert des médias, oui, pour la notoriété de la cause. Je vous dirais que c'est pas toujours jojo, là, évidemment. L'itinérance, ça crée des problèmes. Donc, des fois aussi, il y a l'autre côté de la médaille qui nous revient. Mais dans mon ancienne vie, par contre, j'étais en dépendance adolescente. Ben, ce qui était difficile, des fois, de communiquer, parce qu'on ne peut pas mettre de l'avant nécessairement des jeunes de 14 ans. Et je veux dire, le parent ne veut pas que son jeune devienne un porte-étendard de la cause, ne veut pas qu'il soit stigmatisé pour le restant de ses jours. Donc, il y a des enjeux, des fois, on était un peu, justement, peut-être une cause mal aimée parce que c'était difficile de s'exposer, parce que c'est bien beau que moi, je me mette devant un Kodak, mais je ne toucherai jamais le donateur ou le partenaire potentiel comme un jeune qui raconterait son histoire. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? De notre côté, à la Fondation Trottier, c'est intéressant. On essaie toujours de soutenir les partenaires avec qui on travaille. Donc, c'est pas nous qu'on cherche à mettre de l'avant nécessairement, mais vraiment ceux qu'on essaie de soutenir puis d'accompagner, avec lesquels on collabore. Ceci dit, je fais référence parce que c'était dans un article de Francis Veil de la presse il y a quelques mois de cela, lorsque excusez-moi l'anglicisme, mais le spotlight était sur la Fondation Trudeau. Et donc, ça fait ressortir certains ce qui se passe au niveau d'autres fondations au Québec. Et donc, c'est sûr que, bon, de notre côté, on essaie de dire voici ce à quoi on est capable de contribuer, mais disons que on ne va pas chercher à se mettre devant les caméras. C'est vraiment le travail des partenaires qu'on essaie d'élever puis d'être en arrière-plan, d'être très effacé le plus possible. Là, je vais vous amener, il nous reste, le temps file. Il y a 2 questions que je ne veux pas manquer. Il y en a une, c'est comment au Québec, l'Institut Malais veut faire évoluer la culture philanthropique au Québec. Donc, il y a 300 personnes ici aujourd'hui. Il y a des centaines de milliers de bénévoles au Québec. Il y a des dizaines de milliers de donateurs à une seule organisation. Bref, il y a du monde. Mais comment on élève la norme du don de soi au Québec pour justement valoriser la contribution singulière de la philanthropie dans notre société? Je vais me permettre, Hélène nommait tantôt qu'il faut commencer jeune à agir. Tu sais, qu'un jeune qui est en problématique va l'être souvent longtemps dans sa vie, ben, je pense que c'est la même chose. Je pense qu'il faut commencer jeune. Il ne faut pas commencer à donner quand on a 50 ans puis qu'on est établi puis que nos REER sont remplis. Tu sais, je veux dire, on peut commencer avant ça. Je pense qu'il y a une culture à intégrer. Il y a des mouvements qui se font. Il y a des charitables à Québec, justement, mais encore là, c'est des gens très fortunés. C'est des gens qui ont beaucoup de moyens, qui prennent le spotlight de la philanthropie. Mais je pense qu'il faut que les gens comprennent que la philanthropie peut commencer par des petits dons. On dit toujours, il n'y a pas de petits dons. Ouais. Mais je pense qu'il y a quand même une éducation qui se fait au niveau des jeunes, mais je pense que ça mériterait d'être poussé davantage. Je pense qu'il y a des bonnes Noël qui pourraient se passer de quelques bébelles qui vont terminer dans un bac on pourrait dire à nos jeunes, ben, regarde, prends cet argent-là puis redonne-le à une organisation, par exemple, puis éduquer à la philanthropie de cette façon-là. D'autres idées, Mme Dontigny? En fait, je veux vraiment faire du pouce sur ce qui vient d'avoir été dit, mais oui, effectivement, commencer jeune, j'en ai parlé tantôt, effectivement, de sensibiliser rapidement, très jeune, à différentes causes. Aussi, je pense qu'il y a une grosse partie, en tout cas, au niveau de l'action bénévole, de démystification des mythes. On est obligé de donner 5 heures par semaine, c'est très pesant, c'est juste ci, c'est juste ça. Bien non, pas du tout. Des festivals, des bibliothèques, et il y a de tout. Alors, il faut vraiment ouvrir les horizons, puis tout ça, aller interpeller les gens. En tout cas, je parle pour ma paroisse au niveau de l'action bénévole, tout à fait. Ouais. Bien. Mme Laberge. Je pense que ça passe aussi par développer chez tous les gens un sentiment d'appartenance, une passion à probablement certaines causes, certains types de soutien qui leur tiennent à cœur, et d'en faire des ambassadeurs aussi pour inciter que ce soit des collègues de travail, des collègues à l'école, des collègues dans le secteur privé. Il faut en parler, il ne faut pas se gêner. Il y a une culture peut-être des fois où on a tendance à être beaucoup dans l'humilité. Quand on est généreux, quand on donne, que ce soit du temps ou de l'argent, je pense qu'on a une opportunité d'être encore plus vocal, d'en parler, d'en faire la promotion de ça. Très bien. D'autres réflexions, Hélène? Oui, j'ajouterais que c'est une culture de l'altruisme d'une certaine façon. Puis malheureusement, ça a comme été un petit peu évacué, cette dimension-là, à quel point
on est tous liés, là. On est tous dépendants les uns des autres. Et j'en ai pour exemple que, tu sais, malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une espèce de polarisation des voix, là. On se définit par nos différences plutôt que par ce qui nous réunit. Et je pense que ça, c'est une culture qui devrait s'inscrire très vite dans la vie, là, tu sais, bien sûr, dans le noyau familial, mais qui devrait être prise à l'école et il n'y a pas de secret, là. Ouais. C'est la graine à semer, là. Marilyn, est-ce qu'il y a du capital patient? Oui, c'est... Ben, d'ailleurs, c'est bien, Mme Dufresne, on a une question, on me demande ici, le capital patient, est-ce qu'on peut élaborer sur ce terme-là? C'est une des questions là, qui... Christian, peut-être? Oui, là, on va tomber un peu dans le technique, mais... alors, on parle de logement. Le gouvernement dit, moi, je te donne 175 000 $ par porte pour faire ça. Tu as la ville de Montréal qui te dit, ou n'importe quelle ville dit, moi, je te donne 40 000. Donc, tu dis, OK, j'ai 210 000. Puis, je vais aller chercher un prêt hypothécaire. Le prêt hypothécaire doit couvrir il y a un ratio de dette à couvrir. Si tu ne rentres pas dans ce ratio de dette-là, ben, il te dit, bon, moi, je te prête tant de millions. Puis toi, à la fin, là, quand tu calcules la subvention de Québec, la subvention de Montréal, le prêt du gouvernement assorti, le prêt de l'institution financière assorti d'une garantie de prêt de la SCHL, là, où personne ne prend des risques, là, hein. Ça, oups, il manque 2 millions. Puis là, la banque te dit, ben moi, je peux pas y aller parce que tes loyers ne couvrent pas la dette hypothécaire. Et là, tu peux toujours dire, je vais retourner voir le gouvernement, mais à un moment donné, il y a une limite. Alors là, il y a deux solutions. Soit le milieu de la construction, là, je vais faire un discours politique, le milieu de la... France me voit venir, le milieu de la construction qui reçoit, dans le fond, de façon indirecte, des millions de subventions par porte pour construire, baisse son taux de rendement, ou il y a quelqu'un qui te prête de l'argent pour couvrir ce 2 millions-là, que tu vas rembourser sur 20 ans quand tu refinances tes opérations. Bon, c'est un peu technique, là, mais c'est quand tu refinances. On voit bien la cascade. Okay? Et c'est ça. Alors, le capital patient, c'est ça. C'est quelqu'un qui te prête de l'argent, qui accepte, mettons, il te prête 2 millions à 4 %. Tu dis, OK, dans 10 ans, je te rembourse 50 % capital et intérêt. Puis 10 ans après, donc 20 ans après, je te rembourse la balance. C'est exactement ça. Si on avait à cloner Hélène Dufresne, c'est-à-dire, a eu un passage, probablement eu une enfance très éducative au niveau du don de soi, mais qui a eu un passage dans l'entreprise privée assez singulière, ça, du Soleil. Mais quand tu parles à d'autres personnes qui œuvrent dans le secteur privé, qui font des dons, en fait, c'est plus des commandites que des dons, mais qu'est-ce que tu leur dirais à propos du milieu philanthropique communautaire pour qu'ils conçoivent leur soutien comme un acte philanthropique et par conséquent gèrent leurs attentes à l'égard d'organismes comme l'Aube-Rivière? Je ne suis pas trop une donneuse de leçons, là. Ça fait que non, mais... Je pense juste que si on vit dans une société en santé, on va vivre mieux. Et, tu sais, moi, je considère que, oui, je suis née dans une famille de la classe moyenne, très ordinaire. Je suis l'aînée de 5 enfants, mais j'avais une mère qui était au service public, en quelque sorte, était infirmière. Mon père aussi était du milieu de la santé, était pharmacien. Puis on n'a pas eu tant une culture d'aller faire du bénévolat et tout, mais on était encouragés à suivre nos intérêts. Alors oui, moi, je suis allée faire du bénévolat à la bibliothèque parce que j'aimais tellement les livres que c'était une façon de m'en approcher. Mais ce que je veux dire finalement, c'est que quand tu as eu, je l'ai dit tantôt, quand tu as de la chance dans la vie, c'est un peu ta responsabilité d'aider ceux qui en ont moins parce qu'on ne choisit pas où on est. Hein? On ne choisit pas dans quelle famille on va naître, dans quel pays on va naître. Alors, il y a comme une injustice au départ.
Et je pense que quand tu as eu de la chance, ben c'est un peu à toi, à ta manière, de contrer cette injustice-là et d'essayer de rétablir un peu la situation, de faire en sorte que même si c'est difficile, ben tu peux continuer d'avancer dans la vie. Et comme je le dis, là, c'est pas juste une question non plus de droit. C'est qu'une fois que tu as l'impression d'avoir une vie plus digne, plus ancrée, de contribuer, ben tu deviens quelqu'un d'actif dans la société qui va continuer de faire rouler la roue. Là. Très bien. Là, je m'adresse à tout le monde. Il nous reste 18 minutes. Voici comment on va les utiliser. Là, je vais vous demander de bombarder Marilyn de vos idées par vos téléphones en répondant à la fameuse question « Dans 5 ans, si le milieu philanthropique a su faire évoluer son rôle, comment on va le constater? Quelle dimension du milieu philanthropique va évoluer? Comment on va se transformer pour mieux jouer notre rôle, pour mieux répondre aux défis de la société? » Marilyn va nous relayer ça, une petite synthèse vers la fin. Là, je vais demander, il y a 7 panélistes. Maximum 2 minutes chacun. C'est quoi votre réponse à cette question-là? Comment le milieu philanthropique et bénévole devrait évoluer au cours des 5 prochaines années pour mieux jouer son rôle? Je vais y aller. Merci, Hélène. Je pense qu'on ne peut pas agir seul. On parlait de changement avec Bruno Marchand plus tôt ce matin. Il disait, c'est pas juste à moi de changer, là. Hein? Mm. Alors, c'est comment on peut faire pour faire évoluer les choses tous ensemble. Les acteurs philanthropiques, mais en quelque sorte, les acteurs gouvernementaux aussi, les gens qui sont bénéficiaires des services qu'on peut rendre ou de l'aide qu'on peut procurer. Je pense que c'est important dans notre façon d'évoluer, d'interpeller les gens qui sont concernés. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, il y avait un organisme qu'on soutenait qui était vraiment dans de grosses difficultés. J'ai réussi à faire ça une fois. On a réussi à réunir les 2 bailleurs de fonds provenant des fondations privées. Quelqu'un de la santé publique qui avait un peu en charge, une organisatrice communautaire plutôt, qui avait en charge cet organisme-là, et quelqu'un du ministère de la Famille, parce que c'était un organisme famille. On s'est assis ensemble avec les gens de l'organisation, la directrice, mais aussi quelques personnes du conseil d'administration, et on a trouvé des solutions. Puis tout le monde a dit, OK, on va poter un petit peu plus pour comme sortir de l'impasse. Puis ça a marché. C'est bon. Alors, il faut aussi être capable de faire tomber les murs, puis de tendre la main, puis on parlait du filet social. Là. Le filet social, il se tisse au quotidien. Très bien. Alors... Merci. Oui, Mme Laberge. Tout à fait d'accord avec Mme Dufresne. Je pense qu'on va avoir réussi dans 5 ans, dans 10 ans, collectivement, si on n'est plus à la remorque des enjeux, mais si ensemble, on est capable justement de voir venir les défis émergents puis d'avoir agi en amont. Très bien. Jean-Patrick. Je vais peut-être renchérir là-dessus. Bruno Marchand parlait d'être un trait d'union. Je pense que ça va être encore plus vrai, donc d'être en mesure de créer ces alliances-là hors du commun pour justement ne plus être à la remorque, mais être à l'avant-garde, puis prendre les projets de l'avant. Je vais donner un exemple concret auquel nous, on a contribué à Montréal, qui est en train de se créer ici même à Québec, le partenariat Climat-Montréal. Je le prends dans une thématique très précise du climat, où on a réuni les acteurs du secteur économique, culturel, communautaire, financier, pour agir sur le plan du climat de la ville. Une même initiative est en train de se créer ici à Québec, Québec Capital Climat, avec l'équipe de Valérie Baudouin à Québec Philanthrope. Et je trouve ça vraiment fantastique de voir ces modèles-là qui se multiplient. Puis peut-être l'autre souhait d'ici 5-10 ans, puis là, je sais que c'est très spécifique à l'entier climatique, mais en 2018, Fondation Philanthropique Canada publiait un rapport
où on pouvait voir les investissements philanthropiques à travers le pays. Et environ seulement 4 des dons philanthropiques vont vers l'environnement, puis c'est à peu près 2 seulement au niveau du climat, alors qu'on sait que parmi les polycrises que l'on a, c'en est une majeure qui a déjà des impacts partout. Donc, ce que j'aimerais personnellement voir, c'est certainement une augmentation des contributions dans ce secteur-là, qui est sous-jacent à plein d'autres secteurs. Très bien. Moi, mon souhait, en fait, je pense que la philanthropie s'est beaucoup professionnalisée depuis les 10-15 dernières années. Je pense qu'il y a des très bonnes personnes et des très bonnes ressources. Mon souhait serait plus que la société change, que la société s'implique plus en philanthropie, que ça soit culturellement mieux implanté. Tu disais, il y a 4 des dons au climat, mais si on regarde les proportions de dons au Québec versus le Canada anglais, par exemple, ben, on s'est longtemps battu contre les méchants anglais. Ben, je pense que maintenant, ce serait le temps de les rattraper au niveau philanthropique parce qu'on a un retard. Fait que moi, mon souhait, ça serait qu'il y ait un changement de culture dans la société québécoise, de soutenir mieux les organismes et de faire des dons et de ne pas attendre d'être rendu dans son cercueil pour faire un don, comme Mme Newell disait. Au même titre que on a un nouveau partenaire qui aide au niveau des dons planifiés. Il dit, quand j'ai un client qui a sa retraite est planifiée jusqu'à 145 ans, ça se pourrait que tu puisses prendre un peu d'avance sur les dons que tu pourrais faire. Donc, c'est ça serait ça mon souhait. C'est bon. Louise? En fait, je vais exactement dans la même lignée, bien sûr, mais au niveau de l'action bénévole, ce qu'on pourrait envisager, effectivement, quand je disais tantôt, développer le sentiment de solidarité au sein des jeunes, dans les écoles, de collaboration, tout ça. Donc, si on part ça jeune, effectivement, alors oui pour les dons, mais oui aussi pour le don de soi. Peu importe à quel niveau. Je pense que un peu ce qu'on essaie de faire, de structurer, d'outiller les gestionnaires de bénévoles, quand il y a un festival, quand il y a un besoin X où il y a des bénévoles, souvent les organismes n'ont pas le temps de structurer, de mettre tout en place. Alors, on leur donne souvent des outils, des clés en main. Alors, c'est un peu le principe. Poursuivre ça, peu importe, même si on travaille en aval et qu'on n'est plus à la remorque des problèmes sociaux, il va toujours avoir besoin d'investissement, ne serait-ce que pour faire des bons festivals, ne serait-ce que pour faire fonctionner les Jeux du Québec ou tout ça. Alors, moi, je pense qu'il faut qu'on poursuive, mais on est dans une bonne lignée au niveau de l'action bénévole. Très bien. Christian et M. Blais ensuite. Moi, c'est plus une réflexion que je me fais au fur et à mesure que je vous entends. Notre organisation ne s'est jamais rapprochée des fondations philanthropiques parce que on n'a jamais pensé à aller demander de l'argent aux fondations philanthropiques. Puis à force de vous écouter, je me dis, oh bébé, il y a toute une expertise, toute une réflexion, des connaissances que ça, on aurait besoin. Et qu'on pourrait se rapprocher, là, je cogite beaucoup dans ma tête depuis tantôt, en me disant, il y en a du monde là, que je pourrais aller solliciter, pas pour aller leur demander à la fondation, machin, ça, mais peux-tu venir m'aider au niveau de la réflexion sur le type d'intervention qu'on peut faire. Peut-être un jour, ça débouchera sur la fondation qui va financer, pas un Angus, mais un autre organisme. Mais au niveau de la réflexion, de l'expertise, ça peut aussi faire partie du don philanthropique, de dire j'ai une expertise, puis je vais vous la partager. Je trouve ça, en tout cas, très stimulant. Une personne qui est très proche de toi, Benoît Lévesque, dirait que le milieu philanthropique a peut-être de l'argent et du temps, mais il y a aussi beaucoup d'informations à partager. Effectivement. Je pense qu'il n'y a pas une réunion avec Benoît qui ne le mentionne pas. M. Blais? Oui. Votre perspective là-dessus sur Je pense qu'on souhaite tous que ce milieu devienne plus inclusif, donc il y a plus de personnes qui puissent participer à la philanthropie. En terminant pour réflexion ce midi, là, il y a des propositions intéressantes à ce niveau-là. La possibilité, par exemple, que les crédits d'impôt deviennent remboursables. Ouais. Donc, ça ne coûterait pas très cher à l'État. Ça permet quand même de toucher plus de gens. On s'éloigne un petit peu de l'idée de don, hein, mais on renforce l'idée de diversification. Hein. Ouais. Et puis, une autre proposition là, qui est un peu plus audacieuse, qui est pratiquée dans certains pays aujourd'hui, c'est la possibilité de donner à chaque citoyen, lorsqu'il fait son rapport d'impôt, hein, d'assigner lui-même un don, une orientation, financée par l'État. Donc, vous êtes encore dans une culture, une idée où on s'éloigne du don au sens de sacrifice d'une partie de ses ressources, mais on augmente encore la diversification. Et encore, c'est cette idée-là qu'il faut commencer quelque part, et ceux qui ont commencé quelque part, ensuite, risquent de continuer avec leurs propres moyens. Intéressant, merci. Et la salle, le mot de la fin à la salle?
Oui, donc ça reprend les termes d'inclusivité, d'avoir un bon maillage entre les fondations. On parle de consolidation, d'être centré sur les besoins, d'être sur le terrain, de bien comprendre les enjeux, les réalités. On parle de technologie, on parle d'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est des termes là, qui reviennent. Il y a quelqu'un qui nous parle d'établir un climat de confiance aussi. Donc, je pense que transparence, confiance font partie des termes qui reviennent. Merci à vous dans la salle. Alors, ça termine le panel. Je voudrais remercier les panélistes et conférenciers pour cette très éclairante session.